à tous au menu au cœur du match, deuxième numéro avec mon consultant de choix Jean-Paul Ferreira. On va parler équipe de France avec ce match contre les États-Unis. Un point sur nos adversaires, aussi un point sur les favoris, où en sont-ils? Un point sur le vrai faux départ de Nabil Fekir et puis en bonus, le documentaire France 98 sur les Bleus qui a été diffusé hier sur TF1. C'est parti mon JP. Salut Toto. Alors Jean-Paul, on commence sur vraiment le beau temps lyonnais qui est revenu. Le point météo. Le point météo toujours, dont tout le monde s'en fout. Mais l'actualité brûlante, c'est plutôt l'Olympique lyonnais, j'allais dire, l'équipe de France avec ce match France-USA. Alors Jean-Paul, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Médiocre quand même. Alors, ce que j'ai pensé de ce match, c'est le dernier match avant la Coupe du Monde. J'enfonce une porte ouverte. Mais au moins, l'avantage, c'est que les Bleus, ils se sont mis à l'abri d'un excès de confiance. Ah oui, parce que franchement, on a vraiment eu des craintes sur ce match qui se sont révélées vraiment absolument démentielles, notamment avec une défense centrale qui fait peur. Umtiti Varane, on sent que Umtiti n'a pas Piqué et Varane n'a pas Sergio Ramos et il se retrouve un peu démuni. Mais bon, je te parlerai pas non plus de notre ami Sidibé et notre ami Mendy qui revient de blessure, mais pareil, c'est assez faible. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de cette défense, toi. Ce que j'en ai pensé, c'est que je pensais qu'elle était plus rodée que ça, cette défense. Puis en fait, par les chiffres qui te sont tellement chers, elle n'est pas si rodée que ça. Et au-delà de la défense, il y a notre ami Hugo aussi, qui est toujours aussi rassurant. Hugo Lloris, c'est une stat importante. Sur les 5 derniers matchs de l'équipe de France, il a toujours encaissé un but. Il sort d'une saison avec Tottenham qui est un peu compliquée d'un point de vue personnel. C'est vrai qu'il a fait pas mal de boulettes. Donc oui, notre défense est mise à rude épreuve. Et même N'Golo Kanté, qui a fait une super saison et qui est un ratisseur de ballons incroyable, a fait aussi de grosses erreurs, a perdu beaucoup de ballons. Alors il avait ce rôle un peu de sentinelle. C'est lui qui venait à la hauteur de Umtiti et Varane pour être le premier relanceur. Et ça n'a pas été génial. Tout ça pour mettre beaucoup plus haut notre ami Paul Pogba sur le terrain. Alors t'en as pensé quoi de Paul Pogba? Déjà on l'avait un peu critiqué parce qu'il était critiquable aussi, ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Paul Pogba, moi ce qui me fait marrer, c'est que pour une fois qu'il fait un bon match, l'équipe de France en fait tu trouves qu'il avait un bon match, toi? Moi je trouve qu'il a été pas mauvais. À part sa frappe sur le poteau, moi j'ai rien vu. Il n'a pas pris de risque. Voilà, il n'a pas pris de risque. Il a pas pris de risque. Oui, mais Paul Pogba, on attend le Paul Pogba de la Juventus de Turin, tu sais, le mec qui était capable de casser les lignes, qui était vraiment capable de prendre le ballon et d'aller dans la surface adverse. Il y a 2 saisons. Ouais, voilà, il y a 2 saisons. Et il a pris un coup de vieux, notre ami Paul Pogba. Et puis, en attaque, notre ami Giroud, 18 ballons joués, c'est pas beaucoup quand même. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais en même temps, c'est quand même pas faute d'avoir essayé dans le sens. On a l'impression que ses partenaires ne le cherchent pas, tu vois, comme s'ils avaient envie de tout donner à Mbappé, tu vois. Mbappé, il s'est souvent retrouvé dans l'axe, et d'ailleurs, quand Giroud est sorti, il s'est retrouvé dans l'axe, et c'est là où il a marqué, notre ami. Écoute, si c'était ça qui était prévu au départ, je dis à la limite bravo Deschamps, il a réussi à mettre Mbappé devant et faire une sorte de vrai avant-centre. Si c'était pas prévu, ça donne peut-être un autre indice, c'est-à-dire que... Est-ce que Giroud va débuter la compétition? On ne sait pas. Et puis, la team Grisou, vous savez, c'est le point team Grisou pour les petites gonzesses. C'est un terme péjoratif, gonzesse. Pour les femmes, excusez-nous. Trop tard. Grisou qui était meneur de jeu. Alors lui, qu'on avait l'habitude de voir notamment à l'Euro 2016 plutôt dans la surface de réparation, et bien là il est plutôt dans un rôle vraiment d'organisateur, et c'est pas ce qui lui sied le mieux. Pas trop, non. Ouais. Je pense que ce match-là n'a pas été bon pour Griezmann. Alors après, est-ce que c'était un test? Est-ce que c'est ce qui augure de ce qui va se passer contre l'Australie? Je ne sais pas. En revanche, je persiste et je signe. L'opposition, ça joue, ça compte. Et là, on a vu que les États-Unis, eux, ils n'étaient pas encore tout à fait en vacances. Ils ont joué leur carte. Et l'équipe de France aurait perdu. L'équipe qui était alignée au départ n'a pas joué sa carte. Moi, j'ai plutôt apprécié l'équipe de France. Après tous les changements, notamment avec la rentrée de Nabil Fekir et des 2 latéraux, finalement, Hernandez et Pavard, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Alors, on va faire comme l'opinion. Voilà, c'est censé être l'équipe B. Mais sincèrement, je crois que Deschamps a en tête plutôt une toute autre équipe que celle qui a commencé contre les États-Unis. Stratégiquement, je comprendrais pas qui débute la compétition avec l'équipe qui a terminé le match France-États-Unis. Ce serait assez étonnant de sa part, ce serait bizarre, ce serait marqué du sceau du bon sens. Mais admettons que ça foire.
tu fais quoi? Tu remets l'équipe titulaire, celle qui ne marchait pas? Je crois que Didier Deschamps n'a aucune certitude sur cette équipe qui se veut plutôt jeune quand même. Bah, ça tombe bien, on n'en a pas non plus. Non plus, on n'a vraiment pas de certitude, mais on verra bien, c'est dans une semaine, moins d'une semaine, ce premier match. Pour rappel, ils ne voient pas la France sortir. Pour l'instant, oui, pour l'instant, je ne les vois pas sortir des poules et je crois que ça me donne plutôt raison. Pour l'instant, oui. Nous verrons bien. Jean-Paul, un point sur les matchs amicaux des adversaires de la France. Et ils déroulent plutôt pas mal, notamment le Pérou, que je voyais comme plutôt une surprise, qui a fait un 0-0 contre la Suède, très solide, très très solide, et qui reste sur 15 matchs sans défaite, ce qui est énormissime. Le Pérou, franchement, ça sera, je pense, l'équipe à battre et l'équipe la plus solide de ce groupe, je pense. Oui, absolument. Et on peut dire que eux, au niveau de la confiance, ils en ont. Un fond de jeu, ils doivent en avoir aussi, si on n'en enchaînerait pas. Avec une super défense centrale, notamment, des perfs comme ça, absolument. Donc, effectivement, le premier match sera très intéressant des deux côtés. C'est-à-dire pour la France, si jamais, comme tu le pressens, ils se prennent les pieds dans le tapis contre l'Australie. Et si le Pérou, eux, par contre, confirment dès le premier match, on risque de se retrouver dans une situation qui nous rappellera des bons souvenirs. Et l'Australie, qu'on dit que c'est un pays qui n'est pas du tout de football, eh ben, je suis désolé, mais ils ont été gagnés en Hongrie et c'est pas facile. La Hongrie qui avait fait plutôt un bon début d'Euro, donc c'est une équipe qui est difficilement maniable et l'Australie s'en sort avec plutôt des bons résultats et c'est comme le Danemark. Pour moi, le Danemark est une super équipe. Ils ont gagné contre le Mexique. Bon, le Mexique qui est empêtré dans cette affaire-là. Non, ils ont peut-être eu un petit coup de moins bien, le Mexique. Ils ont eu un coup de moins bien, mais quand même gagné 2-0 avec notamment un Eriksen, le joueur de Tottenham, qui était incroyable encore une fois. Et un attaquant qu'il faudra suivre aussi, c'est Youssouf Poulsen, l'attaquant de Leipzig, qui a marqué un super but. Donc franchement, il y a des références dans cette équipe du Danemark. Le Danemark sera présent, le Danemark sera à mon avis au rendez-vous. Il faut juste savoir comment l'équipe de France va vraiment débuter son mondial et si elle le débute du pied gauche, on peut avoir des très très mauvaises surprises. Parce qu'à notre différence, il y a du fond de jeu avec l'équipe du Danemark. Et sur le banc, il y a surtout des sacrés joueurs, notamment Schöne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, notamment les supporters lyonnais, c'est le milieu de terrain défensif de l'Ajax Amsterdam, qui est un très bon joueur expérimenté. Et puis, comment il s'appelle ? Je crois Kasper Dolberg, voilà, je retrouvais plus son Kasper Dolberg, l'attaquant de 19 ans de l'Ajax d'Amsterdam aussi, qui est remplaçant, mais qui est un joueur extrêmement talentueux, qui était suivi par de nombreux clubs européens, notamment par Monaco. Donc ça va être compliqué. Et toi, tu as vu, je crois, le match du Brésil? J'ai vu le match du Brésil, parce que j'avais envie de voir un peu de Joga Bonito, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, ce que j'ai vu surtout, c'est un match de préparation pour le Brésil et un match pas trop amical pour les Autrichiens. Parce que je pense que les chevilles de Neymar ou d'autres, ça a quand même pas mal savaté. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils ont mis beaucoup d'impact. Ça, ce sont des vrais matchs amicaux de préparation. C'est là où on voit vraiment les vraies équipes et les équipes favorites. Et le Brésil s'en est sorti. Le Brésil s'en est très bien sorti. Ils sont prêts. Le convalescent va bien. Il vous salue. Si vous avez l'occasion de voir son but, régalez-vous. Superbe. Sinon, non, 3-0 tranquillement, ils sont prêts. Ils sont prêts, et surtout dans le même système de jeu que l'équipe de France à 4-3-3, mais ça joue, notamment là la différence. Avec William, Firmino, Gabriel Jesus et Neymar qui sont de formidables attaquants, et puis au milieu de terrain une sentinelle Casemiro qui ratisse un nombre de ballons incroyable. Le Brésil est prêt et c'est vraiment le favori de cette course. Pour moi, c'est un des favoris. On va voir comment il va démarrer son mondial. Le premier match contre le Brésil, c'est contre qui, Thomas? Oh là, tu me poses une colle. Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas le calendrier des poules. Mais on verra, c'est dans moins de 7 jours le début de cette Coupe du Monde. Enfin, on va voir qu'est-ce qu'on a dans le ventre toutes ces équipes. Et puis le petit bonus, Jean-Paul, c'est ce fabuleux documentaire France 98 avec les témoignages des 22 champions du monde qui était un véritable succès sur TF1 hier, un documentaire qui était coproduit par Grégoire Margoton, tu sais, le commentateur des matchs, l'ancien de Canal qui est sur TF1 maintenant. Un énorme vraiment succès sur les réseaux sociaux, ça a été plébiscité vraiment. On a eu en plus le retour de Aimé Jacquet qui n'avait pas parlé dans les médias depuis quelques années. Alors apparemment ça a été plutôt un entremettage, on dit comme ça, un entremettement. Comment tu dis? Je sais même plus. Ça dépend ce que tu veux me dire. Moi, tu m'aurais parlé d'un documentaire. Un entremet, Toto, c'est comme ça qu'on dit. Entre Lizarazu et lui, parce qu'au départ, il n'était vraiment pas
pas vraiment chaud pour parler dans un documentaire, notre ami Aimé Jacquet. Et effectivement, moi qui l'ai vu, franchement, on a appris énormément de choses, des petites anecdotes. Alors, je sais pas, toi, ce que tu en as comme souvenir de cette équipe de France de 98. On fête les 20 ans cette année. J'en ai pas beaucoup de souvenirs. Moi, j'aurais préféré un documentaire sur France 2016. Ça m'aurait plus fait marrer, mais bon, tant pis. Avec Raymond Domenech, la fameuse finale contre l'Italie perdue. Toi, c'est plutôt ça. Ah oui, toi, t'as pas de souvenir de France 98, ça t'inspirait? Alors France 98. En tant que chauvin portugais, c'est plutôt ça? Au coup de sifflet final, j'ai été me coucher. Moi, j'étais pour le Brésil, donc forcément, ça m'inspire pas grand-chose. Oh là là, tu vas te faire des ennemis ici si tu me dis que t'étais pour le Brésil. Et quand même, moi j'avais 12 ans à l'époque, j'étais à fond derrière l'équipe de France. Et j'avoue, je suis un footix. J'ai commencé à m'intéresser au foot à partir de cette victoire en Coupe du Monde. Je crois que tu ne dois pas être le seul. Ouais, je suis pas le seul, mais c'est vrai que j'ai revécu un peu ces moments géniaux que j'avais vécu pendant la Coupe du Monde en tant que gamin. Et là, il y a eu des petites anecdotes, notamment Laurent Blanc avec son but contre le Paraguay. Ils avaient très peur de ce but en or parce que, évidemment, si Laurent Blanc montait dans la surface de réparation adverse, il risquait de se retrouver dépouillé en situation de contre-attaque. Et ça, Marcel Desailly et les défenseurs lui ont dit, et pourtant il leur a dit bouclez-la, je monte si je veux, je sens que c'est le bon moment. Et effectivement, c'est une prophétie. Laurent Blanc marqua. Donc, voilà. On aurait pu avoir Chilavert champion du monde. Voilà, Chilavert champion du monde. On te dit pas merci Laurent Blanc. Ouais, voilà. Ça et ton parcours d'entraîneur au PSG, on te dit pas merci, vraiment. Non, mais il est pas un peu gaze Laurent Blanc? En tout cas, il l'était pas en 98 contre le Paraguay. Bon, après, l'histoire a été moins belle. Il a raté la finale à cause d'un carton rouge contre la Croatie. En même temps, personne ne lui a obligé à s'essuyer les phalanges sur. Oui. D'ailleurs, il reconnaît très bien cette faute. Mais moi, je me suis fait une petite réflexion. Je me suis dit, tu vois, on a gagné cette Coupe du Monde en 98 grâce à nos défenseurs. Oui. On a eu Laurent Blanc et on a eu Lilian Thuram qui n'avait jamais marqué un but avec l'équipe de France. Et là, il en marque 2. Donc, je me dis que cette équipe de France 2018, nos défenseurs pourraient compter. Alors, il ne faut pas se tromper. Alors, mais moi, je fais un petit parallèle. Excuse-moi, Thomas, mais là, c'est un parallèle pourri. Pourquoi? Parce que ta défense, elle est tout sauf rassurante. Et mais est-ce qu'elle l'était en 98? Elle l'était pas. Mais tu rigoles ou quoi? Non. Je sais pas ce que t'en penses, Toto, de la post-prod. Tu plaisantes. Mais il est fou. Non, mais remets tes lunettes, Thomas. Desailly qui était au Milan AC, d'accord. Laurent Blanc, il était où d'ailleurs à l'époque, Laurent Blanc? Il était à Lille. Non, il était. Oh merde. Non. Ouais, donc Laurent Blanc, il était à Marseille à cette époque-là. Donc on avait une charnière entre Desailly, oui, et Laurent Blanc qui était plutôt solide. Mais il y avait des doutes. C'est un peu comme aujourd'hui, on a des doutes. Les joueurs étaient dans des grands clubs, mais ça veut pas dire que ça va faire une défense solide ou voilà. On a beaucoup d'incertitudes encore aujourd'hui. Bref, voilà. En tout cas, moi, ça m'a inspiré de très beaux souvenirs. Moi, c'est surtout un très beau reportage qui a été très très bien réalisé. Donc voilà, je comprends le succès. C'est le temps de nous quitter pour cette deuxième épisode déjà de Au cœur des matchs au CDM. Merci de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera régulièrement lors de la Coupe du Monde pour notamment ce troisième épisode, on l'espère, avec notre consultant de choix Jean-Paul Ferreira. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Il va y avoir plein de choses, plein de beaux projets. À très très bientôt et bon début de Coupe du Monde. À bientôt. Ciao.